Merci et merci de m'avoir donné l'occasion de découvrir et d'exposer cette très belle démonstration. Alors je vais la placer un petit peu dans un contexte sans donner pour l'instant de définition précise. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'entropie métrique. Pour la mesure de Lebesgue, ou une mesure de Lebesgue associée à une aire deux-dimensionnelle. Et pour ceux qui ne sont pas dynamiciens, c'est une quantité qui est positive ou nulle et qui mesure le désordre. Alors le désordre qui est détectable par la mesure de Lebesgue, alors je vais l'appeler mu cette mesure, par mu, et c'est pour un système dynamique, donc une application qui la préserve, qui préserve mu. Et la conjecture concerne les systèmes d'entropie positive. Alors positive veut dire strictement positive dans cet exposé. Hein, pour reprendre le langage plutôt anglais, hein, parce que sinon évidemment il n'y a rien d'intéressant à montrer. Alors des exemples d'un système deux-dimensionnel qui préserve la mesure de Lebesgue sur une surface et qui sont d'entropie positive, pendant longtemps, on n'avait que les anosophes, les systèmes anosophes qui ont une direction contractante et une direction dilatante, jusqu'aux années, donc ils sont définis uniquement sur des tors deux-dimensionnels, jusqu'aux années 80 où Katok a montré comment, en faisant une construction à partir de ces anosophes, construire des exemples d'entropie métrique positive sur toute surface. Mais tous ces exemples sont loin du système qui est le moins chaotique qui soit, hein, qui a le moins de désordre qui soit, qui est l'identité. Et c'est pour ça que Michel Herman a proposé une conjecture en 1998 sur les difféomorphismes proches de l'identité. Donc on note diff oméga infini de m, alors de d, pardon, de m, on va dire, de d. Donc oméga, c'est la forme d'air associée qui correspond à la mesure de Lebesgue. Hein. C'est l'ensemble des difféomorphismes de classe C infini du disque que je peux prendre ouvert ou fermé. Hein, qui préserve l'air. Et la conjecture est que dans tout voisinage de l'identité, donc en topologie C infini, hein, il existe un difféomorphisme d'entropie strictement positive. Donc d'entropie, toujours entropie métrique. Positive. Et c'est cette conjecture dont je vais vous expliquer la démonstration aujourd'hui. Alors il y avait d'autres conjectures sur l'entropie, il y en avait en particulier une autre qui existait avant, qui est la conjecture de Simnay, qui concerne des difféomorphismes du tor. Donc une famille classique de difféomorphismes du tor qui est la famille standard, qui dépend d'un paramètre réel, lambda.
et qui est une famille très étudiée parce que ces orbites correspondent à des chaînes d'équilibre, à des positions d'équilibre pour des chaînes d'atomes soumis à des interactions et un potentiel. Et donc la conjecture de Sinai en 1994, c'est que pour tout lambda non nul, eh bien, l'entropie de F lambda est strictement positive. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à ce jour, pour aucun lambda, on ne s'est montré que l'entropie est strictement positive. Donc, c'est complètement ouvert, même si il y a des simulations numériques. Ah, c'est pas le bon. Il est un peu trop là. Bien. Je sais pas comment je fais descendre celui-là. Il y a le bouton blanc gauche. Voilà, celui-là. Merci. Bien. Voilà. Alors il y a d'autres conjectures, peut-être que je citerai au cours de l'exposé, mais là, pour l'instant, je vais commencer à expliquer certaines choses. Alors, je vais commencer par parler d'entropie. Bon, il y a plusieurs sortes d'entropie et expliquer que c'est pas que voilà, je vais parler de deux problèmes. Il y en a un qui est déjà résolu. Ensuite, je vais expliquer la construction d'un exemple de Berger-Touraïev d'entropie métrique positive, mais qui est aussi loin de l'identité. Après, j'expliquerai comment des techniques de renormalisation permettent finalement de voir ces systèmes loin de l'identité comme de les injecter dans un système proche de l'identité. Et après, eh bien, je ferai la construction finale. Je ne vais pas donner la définition classique d'entropie métrique. Je donnerai exactement comme dans l'article de Berger-Touraïev une définition qui est correcte pour les difféomorphismes de classe C1. Et je vais commencer par parler un petit peu d'anthropologie topologique pour vous expliquer que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va avoir une bijection qui préserve une structure. Ça peut être un homéomorphisme, ça peut préserver une mesure. Et puis, on regardera les recouvrements de X finis. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'est la philosophie de l'entropie et de la complexité qui nous intéresse. Alors, à tout morceau fini d'orbite, donc je regarde les itérés d'un point je vais associer son itinéraire il y a plusieurs itinéraires possibles qui est simplement l'élément de ma partition, un élément de ma partition qui contient le point de l'orbite. Donc à un point, j'associe un morceau fini d'orbite entre 0 et n, et je regarde quel élément du recouvrement il traverse. Et donc on peut associer un nombre qui est le nombre minimum, alors ça s'appelle un itinéraire. C'est donc une suite finie d'éléments compris entre 1 et n et m,
Donc ça va être le nombre minimum d'itinéraires nécessaires pour rendre compte de toutes les orbites finies. Alors, vous voyez, au maximum, il y a m puissance n plus 1 morceaux d'orbite possibles. Donc, avec n, ça pourrait croître exponentiellement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le taux de croissance exponentielle. Et donc, ce qu'on va noter h de xi f, ça va être la limite, et on peut montrer qu'elle existe, de 1 sur n log de n de xi f n. Et l'entropie topologique, en supposant que f c'est un homéomorphisme, hein, ça va être le sup sur xi, donc sur tous les recouvrements ouverts finis de cette quantité. Pardon, h de f. Je vais y arriver. Donc ça, c'est l'entropie topologique de f. Comment? Oui. Sont homotopie, vous voulez? Ah, on la met en entropie, oui, oui. Donc f est un homéomorphisme. Oui, oui. Donc ça, cette notion a été introduite en 1965 par Adler, Konheim et McAndrew. Mais disons que pour la calculer, il y a plutôt une caractérisation de Bowen de 70 et qui permet par exemple de montrer que si on a une isométrie d'un espace métrique compact, l'entropie est nulle. Et puis si on regarde les diffeomorphismes de classe C infinie qui préservent l'air, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc dans l'ensemble des diffeomorphismes de surface qui préservent une forme d'air, eh bien, il y a un résultat de Le Calvez très récent et Sambarino qui dit qu'il existe un G delta dense, donc dans cet ensemble de diffeomorphismes, dont tout élément est d'entropie topologique strictement positive. Donc pour l'entropie topologique, le comportement typique est assez simple. Comment? Sur toute surface, en fait. Compact. Oui. Je suis là. Bien. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'entropie métrique. Alors, il y a une définition que je ne vais pas donner, hein, qui est un petit peu plus compliquée à appréhender. Et ce que je vais plutôt donner, c'est la caractérisation de Pessine avec les exposants de Lyapunov. Donc maintenant, je vais supposer que F est un diffeomorphisme d'une surface et qui est au moins C2.
Alors, je vais d'abord introduire ce qu'on appelle l'exposant de Lyapunov. Donc, si j'ai un C1 difféomorphisme d'une surface et un point de la variété, son exposant de Lyapunov maximal, alors je suppose M muni d'une métrique riemannienne, hein, c'est lambda de x égale la limite sup de 1 sur n log de la norme de dfn de x. Et bon, alors ça regarde de façon infinitésimale de combien s'écartent des vecteurs sous l'action linéarisée du système dynamique. Et on comprend que c'est effectivement relié à l'entropie qui regardait de combien s'écartaient des orbites. Et la relation précise donc propriété donc, du apécine, c'est que ce que je vais noter H mu de F, que je n'ai pas défini, hein, c'est l'entropie métrique pour le beg. C'est juste l'intégrale de l'exposant de Lyapunov par rapport à la mesure. Et la notion d'entropie métrique, donc ça c'est un résultat de Pécine, mais elle avait été introduite en 1958 par Kolmogorov d'une autre façon. Alors ce qui se passe, c'est que dans le cas des difféomorphismes de surface, ce qui se passe, c'est que les deux entropies métriques et topologiques sont finies. Donc, positives, elles ne peuvent pas être infinies. Et en fait, on a une inégalité qui est l'inégalité de Ruel. Et ça veut dire que même si on s'est montré que très souvent l'entropie topologique est strictement positive, ça ne nous dit rien sur l'entropie métrique. Alors un exemple d'entropie métrique positive qui utilise, enfin où on utilise la formule de Pécine pour montrer que l'entropie métrique est positive, c'est justement un difféomorphisme anosov du Thor, et même, je dirais, linéaire. Hein. Alors, on prend cette matrice dont les valeurs propres sont 3 plus ou moins racine de 5 sur 2. Et puis, on regarde l'action sur le Thor. Comme c'est une matrice à coefficient entier, hein, on obtient un difféomorphisme sur le Thor. Et l'entropie métrique de ce difféomorphisme, c'est le logarithme de la plus grande des deux valeurs propres. Et cet exemple, il est inclus dans l'ensemble des anosophes que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est des difféomorphismes ayant une direction uniformément dilatante et une direction uniformément contractante, qui forment un ouvert en topologie C1 de l'ensemble des difféomorphismes. Alors, vous pouvez mettre n'importe quelle régularité.
Alors c'est à ce moment-là, donc, une fois qu'on a ces exemples et qu'on ne connaît que cela, que se posent les questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc les questions, la première c'était, c'est sur les difféomorphismes d'entropie métrique positive. Est-ce que cela existe sur d'autres surfaces que le tor? Et la réponse a été donnée par Katok en 80. Est-ce que ça existe proche de l'identité? Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. C'est ce que montre Berger et Touraïev dans le disque, mais après on peut mettre ça dans n'importe quelle surface. Et puis il y a aussi une conjecture de Berger et Touraïev, c'est est-ce que en fait l'ensemble des difféomorphismes d'entropie métrique positive est dense dans l'ensemble des difféomorphismes qui préservent le Begg, donc densité dans Alors la dernière question, elle est un peu légitime parce qu'il montre un peu plus que ce que je vais expliquer. Il montre que dès qu'un difféomorphisme qui préserve l'air a un point périodique qui n'est pas, ce que je vais introduire après, hyperbolique, on peut perturber et créer de l'entropie positive. Bien. Non, je me suis trompée, j'ai appuyé sur l'écran. Comment ? À droite. C'est à droite pour descendre le plus vite. À droite. Le bouton noir. À droite. Oui, mais ça c'est la descente justement. Non, à droite. Complètement à droite. Le bouton noir. Ah, merci. Oui, ah oui, non, ça j'avais compris, mais je croyais qu'il fallait que j'arrête l'écran. Merci. Merci. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un îlot stochastique? Donc, si on a un difféomorphisme qui préserve l'air, il peut avoir donc il peut avoir des points périodiques f taux de P égale P, et on dit que la période est plus grande que 1, on dit que ce point périodique est hyperbolique. Si les valeurs propres de df taux de P sont deux modules différents de 1. Donc, comme on a préservation de l'air, ça veut dire qu'on a deux valeurs propres réelles qui sont en valeur absolue de part et d'autre de 1. Alors, dans ce cas, il existe deux plongements de R dans M. Pardon, pas plongement. J'ai un trou, comment ça s'appelle? Des immersions, voilà. Des immersions injectives. Dont les images sont ce qui s'appelle les variétés stables et instables
de P. Donc c'est l'ensemble des X dans M tel que les images réciproques des X se rapprochent de l'orbite de P. Et puis de même la variété stable, c'est la même chose, mais et ça, c'est donc l'image par JU et l'image par JS. Donc, si on fait un petit dessin, on a une variété instable, une variété stable, et j'appellerai branche. J'enlève le point P qui est au milieu. Je prends une composante connexe et je remets P dedans. Donc ça, c'est une branche instable. Et puis de même la branche stable. Alors il y a deux branches instables et deux branches stables issues de P. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça peut être la même, oui, oui, il est possible. Alors là, je n'ai pas dessiné. Il est possible qu'une branche stable soit aussi une branche stable. Oui, oui, tout à fait. Il peut y en avoir effectivement que 2 ou 3. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un lien hétérocline ? Donc, c'est un cercle topologiquement plongé qui est une union finie de branches stables. C'est pour F, hein. Et de plus, on demande qu'il soit F invariant. Alors, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Donc là, j'ai 3 branches qui me font un lien hétérocline. Ça peut être quelque chose comme ça que j'appellerais un bilien. Et je demande aussi que ce soit invariant. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Comment ? Ouais. Merci. Et un îlot stochastique, c'est quelque chose qui est bordé par une union de liens hétéroclines, qui est invariant. Donc, un îlot stochastique est un ouvert invariant et dont le bord est une union finie de liens hétéroclines. Et si j'appelle I cet ouvert stochastique est tel que dans I, l'exposant de Lyapunov soit toujours positif.
Alors, comme c'est invariant, comme c'est un ouvert, hein, ça a une mesure de Lebesgue strictement positive, et du coup, j'ai de l'entropie positive dès que j'ai un îlot stochastique. Alors, il y avait un premier exemple d'îlot stochastique qui a été construit par Brzycki en 82 sur le Tor. Et Berger et Touraïev proposent une autre construction qui permet de faire une construction sur le disque, qui s'inspire de la construction faite par Katog pour son exemple, hein, mais en rajoutant des choses. Et donc je vais expliquer la construction de l'exemple de Berger et Touraïev. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils commencent par partir d'une matrice, donc qui va être un difféomorphisme, alors c'est pas très bien dit, linéaire du Tor, qui va présenter certaines symétries. Alors, Anosov, hein, toujours. Alors, on va supposer qu'il fixe, les 4 points fixes de moins l'identité, qui est définie sur le Tor, hein, tel que A fixe chacun des 4 points fixes de moins l'identité, que je noterai oméga 1 jusqu'à oméga 4, et il commute. Alors, il préserve l'air. Hein. Il commute avec moins l'identité. Et puis, il préserve mu. Alors, il a 4 points fixes, hyperboliques, bien sûr. Et Berger et Touraïev commencent par changer ce qui se passe, hein, au voisinage de chacun des points hyperboliques en faisant une perturbation comme ça. Donc ils vont rajouter, là on a des points hyperboliques aussi, hein, ils vont rajouter un lien hétérocline. Là j'ai oméga i, là j'ai un ouvert que je vais appeler VI, et ça leur donne, donc là j'avais une dynamique que j'avais appelée A, là j'ai A tilde, donc A tilde préserve, alors pas la même forme d'air, hein, préserve une autre forme d'air. Quand je le restreins au voisinage des oméga i, eh bien, c'est l'identité. Et si je regarde A tilde restreint au Tor auquel j'ai retiré mes ouverts, enfin plutôt les adhérences de mes ouverts, mais fermés, eh bien, c'est C infini conjugué à A restreint à T2 moins oméga i, moins l'ensemble des oméga i. Donc la dynamique à l'extérieur de ces 4 petits disques est la même que pour l'Anosov. Et donc ça, on en déduit que, c'est un petit dessin, hein, donc vous avez les 3 VI. Ici, on a un îlot stochastique. Alors, pardon. Voilà. On a un îlot
stochastique pour atyl. Et alors, ce qu'on demande aussi, c'est que, je ne sais pas si je l'ai écrit, non, je ne l'ai pas écrit, atyl préserve la même symétrie que A. Bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer au quotient par moins l'identité. C'est assez horrible comme notation. Alors, quand on quotiente le tore par moins l'identité, hein, si on réfléchit un petit peu à ce qu'on a, ça revient à... J'oublie la moitié du tore parce que j'ai moins l'identité. Ça revient à faire un genre de T d'oreiller, donc une sphère. Donc je vais écrire brutalement que j'obtiens une transformation de la sphère. Alors cette application moins l'identité, enfin le quotient, c'est un revêtement ramifié au point fixe de moins l'identité à 2 feuillets. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qui se passe au point fixe. Hein. Mais en fait, comme la dynamique au voisinage des points fixes, c'était l'identité, il n'y a pas de problème. La forme symplectique aussi, enfin la forme d'air, elle peut être... On peut lui voir apparaître des singularités coniques, mais en fait, le problème, il n'y a pas de problème parce qu'on peut la remplacer par la forme standard, puisque la dynamique, c'est l'identité. Hein, on veut quelque chose préservé par une dynamique qui est l'identité au voisinage des points fixes. Voilà. Et par contre, aussi, on peut se demander ce que vont devenir les petits liens hétéroclines. Eh bien, en fait, vous voyez, là où on faisait le tour initialement, en fait, on fait un demi-tour. Hein. On a quelque chose du style Z donne Z2. Et donc, le lien à 4 branches devient un bilien. Donc, voilà ce qu'ils obtiennent. Ils obtiennent sur la sphère quelque chose, un îlot stochastique, bordé par 4 biliens, qui préserve une forme symplectique, enfin une forme d'air qui n'est peut-être pas la bonne. Hein. Alors ensuite, et puis la dynamique ici au milieu, c'est l'identité. Hein. On veut sur le... Pardon ? Pourquoi on a une sphère ? Parce que, ce que je disais, le quotient du tore 2-dimensionnel par moins l'identité, ça donne une sphère. Parce que, alors, voilà. Ça, c'est le tore avec ces 2 identifications ici. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour construire ce quotient d'un point de vue purement topologique, hein, on va replier cette partie sur celle-là. Et ça donne effectivement une T d'oreiller. Oui. Comment ? Il y en a 4 parce que les 4 points fixes vont rester. Alors les 4 points fixes, en fait, ils sont là, là, là et là. Enfin, dans l'exemple explicite qu'il donne et que moi, je n'ai, mais que vous pouvez calculer pour moi l'identité. Hein, donc c'est cette identité. Bien. Et après, pour se ramener au disque, ben, on peut faire, je sais pas, un genre de projection stéréographique. Hein,
On peut faire une homothétie pour rentrer dans le bon disque. Et puis, on peut changer la forme symplectique pour avoir la bonne forme symplectique. Donc, disque par projection stéréographique. Donc, on trouve quelque chose qui vaut en oméga i, on trouve quelque chose qui vaut l'identité en dehors d'un disque. Et puis, on change la forme symplectique en conjuguant la forme d'air, pardon. Alors, bon, ça se fait explicitement en fait. Hein. Ça peut se faire explicitement, mais bon, il y a aussi un résultat de Moser sur les formes symplectiques, mais on n'en a pas vraiment besoin. Et tout ça préserve les exposants de Lyapunov. Hein. Et finalement, l'exemple de Berger et Touraïev, ben, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Dans le disque, on a 4 billiens et l'îlot stochastique se trouve ici. Non, il y en a un autour. En fait, on a fait la projection par un point au milieu, là. Et du coup, voilà. Alors, le problème de cette construction, c'est que c'est très fragile par rapport aux perturbations, parce qu'on sait très bien que des connexions entre deux points hyperboliques, hein, une vraie connexion, et bien, si on la perturbe, si on perturbe ça, la branche stable du point de gauche, par exemple, si c'était une connexion dans ce sens, ben, ça devient une branche près de la branche initiale. La branche instable du point de droite, ça devient près, mais elles n'ont aucune raison de coïncider. Donc, ce n'est pas du tout stable par perturbation, hein, ce genre d'exemple. Mais, qu'à cela ne tienne, donc il y a un énoncé donné par Berger et Touraïev qui dit que, d'accord, mais si on impose de préserver les liens, eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur est automatiquement un îlot stochastique. Donc, proposition. Alors, sur leur exemple que je vais appeler F0, il existe un voisinage en topologie C2 de F0 tel que tout F dans ce voisinage qui a encore des liens proches des quatre, alors non, oui c'est ça, des 4 liens de F à un îlot stochastique. Donc si cette figure est un petit peu voilà, perturbée, mais avec préservation des liens, le raisonnement qu'ils font, c'est, bon, d'abord, je fais un difféomorphisme pour faire coïncider, je conjugue par un difféomorphisme pour faire coïncider les liens, et puis je remonte tout ça sur le tore où j'avais un anosophe, et je me rends compte que je suis en train de faire une perturbation Lipschitz d'un anosophe, et ça préserve les exposants de Lyapunov. Non, il suffit que ce soit effectivement ces deux. Oui, oui. Tu n'as pas besoin de la régularité. La construction, et c'est infini. Celui-là, et c'est infini. Mais l'énoncé est même, en fait, dans l'énoncé, tu n'as pas besoin que le F préserve la forme d'air. La perturbation. Parce que dans la démonstration... Alors, je vais parler de renormalisation. Oui.
Je suis désolée, hein, je suis un petit peu nulle avec les tableaux. Non, ça, c'est toujours... Oui, c'est toujours l'autre. Bon, l'exemple de Berger et Touraïev, il est de classe infinie, mais il est loin, enfin, il n'a aucune raison d'être dans un voisinage petit de l'identité. Hein. Alors, je considère une dynamique qui préserve l'air sur le disque. Je suppose que j'ai un domaine périodique donc j'ai une partie de D qui est périodique avec en général les itérés intermédiaires disjoints, mais bon, ce n'est pas nécessaire pour la définition. Donc, une renormalisation de F, eh bien, ça serait quelque chose, c'est un difféomorphisme, qui s'écrirait Q-1 rond Fn restreint à A rond Q, où Q, c'est un difféomorphisme conforme, donc un difféomorphisme de jacobien constant. Donc Q sert à faire un espèce de grossissement. Hein. Et donc une dynamique renormalisée, c'est quoi? C'est la dynamique d'une itérée de F restreinte à un domaine invariant, et ce domaine est ramené à D pour tout lire dans le disque standard. Alors, avec les propriétés de l'entropie, ce qui se passe, c'est que si je regarde l'entropie métrique de F, et que je veux la comparer à l'entropie métrique de G, eh bien, je constate, grâce à cette inégalité, que si G est d'entropie métrique positive, eh bien, F aussi. Donc il suffit de trouver une renormalisée d'entropie métrique positive pour conclure que le difféomorphisme qui nous intéresse est d'entropie métrique positive. Alors, il y a une idée naïve que je ne vais pas avoir le temps de mener tout à fait au bout. Une idée naïve, c'est de dire, ben voilà, je vais mettre n disques dans D. J'ai des plongements du disque standard HI. Je vais prendre la dynamique qui m'intéresse, j'ai envie de mettre comme renormalisée, et je vais la couper en petits morceaux grâce à une isotopie. Ça devient des petits difféomorphismes. Et puis, je vais construire une nouvelle dynamique F qui, restreinte à DI, va être HI, HI plus 1 rond GI rond HI moins 1. Donc ma dynamique, c'est ça, ça, ça. Bon, et cette idée, en fait, bien, si on fait
des évaluations de normes. Le problème, c'est que HI, c'est une homothétie de rapport petit, donc HI-1, c'est une homothétie de rapport grand. Ça fait exploser les normes, et en fait, ça ne marche, ne fonctionne que pour faire des perturbations en topologie C2 au mieux. Bon, alors en fait, Berger et Touraïev vont utiliser une autre méthode complètement différente. Alors, F a une bande homocline. Ben, si justement j'ai une connexion comme tout à l'heure, mais qui connecte un point périodique à un de ces itérés. Donc s'il existe une branche stable pour P, hyperbolique, connectant P à un itéré Fk de P. Ça, c'est une définition. Ça veut dire que donc, non seulement j'ai une connexion hétérocline, mais en fait, elle connecte deux points d'une même orbite. Et alors, ce qui se passe au voisinage des tangences homoclines, et même là des tangences complètement plates, hein, puisqu'on a les deux branches coïncident et ne sont pas seulement tangentes, a été intensément étudié. Et hier, d'ailleurs, il y avait un exposé de Sylvain Crovisier là-dessus. Je ne pouvais pas aller. Je ne sais pas s'il fallait que j'y aille. Et le résultat que je vais donner, en fait, va plus loin que certains travaux de Gonchenko, Chilnikov et Touraïev sur les tangentes homoclines, et aussi utilise les travaux de Touraïev sur la densité des composés d'application de Hénon symplectique dans les difféomorphismes symplectiques du disque. Donc, théorème d'universalité, ça veut dire qu'on trouve un peu tout quand on a une bande homocline. Donc, soit F qui a une bande homocline, il existe une famille dense dans l'ensemble des difféomorphismes, pardon, c'est D, hein. Enfin, bon, là c'est M, mais là c'est D, dense, tel que... Alors, j'ai oublié le M quelque part. Ayant une bonne homocline et soit M positif. Un nombre aussi grand qu'on veut, hein, tel que pour tout F dans F et tout psi de R dans R de norme CR plus petit que M. Alors j'ai aussi un R, hein.
supérieur à 2, on va dire. Il existe un F chapeau, donc qui est dans l'ensemble des difféomorphismes de classe CR cette fois. CR proche de F, tel que, alors je vais donner la notation à droite parce que j'ai oublié, SF rond F est une renormalisée de F chapeau. Alors S psi, notation, S psi, ça va de R2 dans R2, et c'est une translation verticale dans la fibre verticale dans la fibre. Donc ce que dit cet énoncé, c'est que quand j'ai une bande homocline, je ne peux pas par perturbation faire tout apparaître a priori, mais je peux faire apparaître une famille dense par renormalisation, et même mieux, une famille dense et tout c'est translaté dans la fibre jusqu'à une certaine hauteur. Alors, je n'ai pas trop le temps de parler de la démonstration, hein. Donc, la dernière partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, déjà, on va faire apparaître des bandes homoclines. Donc, on part de l'identité, on perturbe, et en perturbant autour d'un point, enfin, n'importe où, on fait apparaître ce qui s'appelle une guirlande de connexion hétérocline. Bon, en général, il y en a une autre. Enfin, en général, on fait souvent ce dessin parce que ça fait penser au pendule, mais à vrai dire, on n'a besoin que de la moitié. Voilà, et on compose avec une petite rotation. Et du coup, ça nous définit une bande homocline. Donc on peut faire ça très proche de l'identité. Il suffit que l'angle soit très petit, hein, qu'on rajoute dans une petite bande un potentiel très petit. Donc ça, c'est une guirlande de bandes homoclines. Et puis, on obtient donc une perturbation de... On peut faire apparaître n'importe quelle perturbation de l'îlot construit par Berger et Touraïev, que j'avais expliqué au début. Non, c'est pas celui-là. Et le problème, c'est qu'on a peut-être cassé les liens hétéroclines et il faut les rétablir. Ce F0, là, ici, hein, a une bande homocline. Donc, par le théorème de perturbation d'universalité, on fait apparaître comme renormalisation une perturbation de F0
et aussi des composés avec des translations verticales. Alors là, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que là, ce que j'appelle renormalisation, en fait, le domaine A n'est plus forcément invariant. Hein. Donc, par abus de langage, renormalisation, ça se construit comme la renormalisation de tout à l'heure, sauf que Q est défini sur un domaine un peu plus grand que le disque, A n'est pas vraiment Fn invariant, et donc ça ne correspond pas vraiment à une dynamique. Hein, on a des décalages, mais c'est la même construction, hein, c'est Qn-1 ou Fn en rond Q. Voilà. Et donc, ils vont utiliser un S-psi pour rétablir le lien. Alors, je vais faire le dessin de l'îlot stochastique. Alors, ce n'est pas exactement le F0 qu'ils vont utiliser, mais le F0, lu dans une bonne carte, hein, il conjugue. Mais en symplectique, enfin, on peut toujours... Il y a beaucoup de souplesse. Hein. Donc, ça, c'est l'îlot de tout à l'heure, mais j'ai un peu rectifié les bords. Donc, un seul d'entre eux, c'est quelque chose comme ça. Il y a un point répulsif, un point attractif. Et puis, donc, ils font des bonnes hypothèses. Ici, la dynamique, c'est une translation. Ici aussi, ils ont une hypothèse sur une transition pour pouvoir décrire, dans le cas non perturbé, pour écrire vraiment explicitement ce qui se passe. Mais bien sûr, quand on perturbe, ce n'est pas exactement ça qu'on a. Hein. Les branches en P, elles sont un peu bougées. Les branches en Q aussi. Voilà, j'ai un peu exagéré peut-être. Hein. Mais elles ne sont pas très loin en topologie CR. Et en fait, rectifier les branches, c'est simplement faire en sorte que deux applications, alors je vais introduire une notation, ça c'est la branche B et la branche A. Là j'ai une variété stable, une variété instable, et donc je vais vouloir annuler deux graphes, et je ne vais pas avoir le temps de donner trop de détails. Hein. Donc la différence de deux fonctions. Là, je suis vraiment... D'accord? Et ces graphes dépendent bien sûr de la dynamique que j'ai. Alors, ce qu'ils font, c'est que pour chaque psi, pour chaque perturbation psi, alors je vais là faire le dessin des bandes verticales dans lesquelles ils vont perturber. Donc là, il y en a deux par lien, c'est assez... Donc par lien, ils ont deux opérateurs. À psi, ils associent un opérateur que je vais appeler delta A de psi et delta B de psi pour chaque lien. Alors ils arrivent de façon assez astucieuse parce que, bon, ce n'est pas exactement psi, il faut multiplier par une fonction. Bon, ils arrivent à définir un opérateur. Donc, opérateur dépendant C0 de la dynamique. L'opérateur lui-même est C1. Bien sûr, pour la dynamique non perturbée, eh bien, on a ce qu'on veut, hein, la différence des deux fonctions est nulle. Et puis, alors il y a
Le premier est tangent à l'identité. Donc par perturbation, il va rester à 0, même pour f proche de f0. Et le deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, et il faut encore restreindre l'espace fonctionnel, mais en s'y prenant bien. Delta B de f0, celui-là, c'est l'identité plus une contraction. Et donc en perturbant, on trouve toujours un 0 de la fonction. Donc ils arrivent, alors il y a une perte de différenciabilité, mais ça j'ai vraiment plus le temps d'expliquer. Hein. Ils arrivent en utilisant ces opérateurs à rétablir les liens. Le théorème de robustesse par perturbation préservant les liens leur permet de dire j'ai un îlot stochastique. Ce qu'il y a, c'est que tout ça c'est en différenciabilité finie, donc ils trouvent un exemple en différentiabilité CR, et ils ont une méthode pour lisser qui préserve les îlots stochastiques. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout est clair.